Théo, Malia et Mathieu, ils ont déjà la tête à 3800 mètres. Sur le lac Titicaca, entre Pérou et Bolivie. Mais le corps, lui, a encore besoin de s'adapter. Avant le décollage, dernier stage en France, sur le lac de Matmal, dans les Pyrénées. Oh putain, j'ai oublié qu'elle était froide l'eau. L'eau est à 10 degrés, comme au lac Titicaca en novembre. Pour son défi là-bas, le nageur paralympique Théo Curin s'entoure de Malia Metella, vice-championne olympique à Athènes, et de l'éco-aventurier Mathieu Wittfoot. Ensemble, ils ambitionnent de traverser à la nage le lac navigable le plus haut du monde. 122 km dans l'eau, pendant une dizaine de jours. Ça va être notre quotidien pendant un minimum 10 jours, ouais. Donc le froid, des vagues dans la gueule, du vent. Et en plus de ça, on aura un radeau de 500 kg à tracter, quoi. En fait, ça va être que du bonheur, quoi. Et oui, on vous a pas dit, mais notre trio devra bien tracter ce radeau écolo d'une demi-tonne à tour de rôle. Dessus, ils seront en autonomie totale, avec interdiction de toucher terre. En revanche, se laver, dormir, cuisiner, ils y feront tout. On est sur une embarcation minuscule. Ce qui me fait peur, c'est à la fois le côté physique, mais aussi l'entente sur l'embarcation. 10 jours, 11 nuits, les 108 km de la traversée du lac Titicaca, à la nage s'il vous plaît, en tractant une embarcation de plus de 500 kg, avec vos forces, vos faiblesses les uns et les autres. Tout ça, le lac Titicaca, je le rappelle, c'est quand même entre 4000 et 4200 mètres d'altitude. Moi, j'ai besoin de comprendre comment ce qui a été qualifié dans les médias comme une arrivée olympique, pour dire à quel point c'est complexe et exceptionnel ce que vous avez réalisé. J'ai besoin de comprendre comment on en est arrivé là. Théo, c'est toi l'initiateur de ce défi complètement dingue, partir avec 3 nageurs, nageuses différents, avec chacun, je le disais, ses forces, ses faiblesses. Bon, elle, une grande nageuse. Mathieu, il va falloir que tu nous le présentes. Toi, pourquoi? Non, mais il a une approche particulièrement intéressante, vous allez le comprendre. J'ai besoin de comprendre comment on en est arrivé là. Tout simplement à cause de problèmes de classification. De base, je suis nageur paralympique et j'ai décidé pendant le premier confinement de mettre de côté ma carrière de nageur paralympique parce que je faisais face à des problèmes de classification, c'est-à-dire que je nageais contre des mecs qui avaient leurs 2 mains, donc ils étaient beaucoup plus avantagés par rapport à moi. Et je me suis dit, ok, je vais mettre la natation paralympique de côté et je vais me lancer mon propre challenge. Et j'avais des envies d'aventure, d'expédition, de partage. Et on a créé tous ensemble après plusieurs semaines, après plusieurs jours, après plusieurs mois de préparation, le défi Titicaca. Donc une frustration qui amène tout ça. Toi, tu n'as ni avant-bras ni jambes. Incroyable. Malia, je voudrais quand même qu'on revienne vers toi. On se souvient de ta médaille d'argent aux 50 mètres nage libre à Athènes. C'était en 2004. Plus de 10 ans que tu as annoncé la fin de ta carrière. Plus jamais, hein, vous l'avez vu en image, et plus jamais Tintin t'y est revenu. Ouais. Et là, c'était pas du sprint. Hein. Non. 122 km. Oui. En tractant un radeau, plus les copains et tout dessus. Ouais, ça, quand Anne et Théo me l'ont dit au téléphone, quand ils m'ont appelé, fin d'été, après le premier confinement, j'ai dit, mais pourquoi tu penses à moi? Je suis sprinteuse. Tu me demandes de faire 122 km quand même. Il me fait, oui, donc le projet, il m'explique le projet. Et j'ai fait, ok, d'accord. Mais je te rappelle pour te donner ma réponse. Et j'appelle tout de suite Stéphane. Tout de suite, j'appelle Stéphane après. Stéphane, le coach. Le coach. Pourquoi? Pour lui dire, est-ce que je serais capable de le faire? Oui, pour dire, est-ce que je suis capable de le faire et est-ce qu'il peut m'entraîner? Il dit quoi? Je dis forcément oui. Mathieu, toi, l'éco-aventurier, qu'est-ce qui t'a plu? Quels sont les facteurs qui ont dit oui, j'y vais? Peu de temps pour réfléchir. Ça m'arrive pas tous les jours, ce genre de projet. Et l'histoire un peu folle, c'est que j'en ai parlé à ma boîte qui m'ont dit, oula, mais dis surtout pas non. Dis oui, mais trouve la bonne formule. Et ce qui m'a beaucoup attiré en fait dans ce projet que vous m'avez présenté, c'est l'opportunité de faire passer un message et de laisser un héritage. Évidemment. Le film du défi, c'est 6 minutes exceptionnelles, génial, fort, bouleversant. Parce que juste après, et vous allez découvrir pendant le film, on va parler des difficultés. Ça a été extrêmement difficile, périlleux. Vous avez eu peur, vous avez pleuré, mais vous avez réussi. Regardez.
une poche de chaud? Ouais, une bouilloire. Si on a... Une bouillotte. Une bouillotte. Ouais, une bouillotte. Bah à quoi on va ressembler en fait à la fin de ces 10 jours? Plein d'émotions. Ouais, c'est un truc de ouf, il y a plein de gens qui sont là, il y a plein de Boliviens, c'est juste énorme. Le vent s'est levé beaucoup plus tôt que prévu. J'ai fait 10 mètres en 2 minutes. Et ton record olympique, c'est quoi? C'est 24 secondes 50 mètres. Là, c'est impossible de nager avec le radeau face à ça. Le temps dans l'eau, il passe super lentement. Le temps où on se repose, il passe super vite. Donc il y a un petit problème. Malia est en train de nager, j'ai nagé juste avant, pas loin de 3 km. On va décider si on traverse ou on continue un peu tout droit et après on tourne. Check ça, man. Check ça, man. Putain, c'est bon ça. C'est énorme. Bon, petit débrief de cette nuit de malade mental. Il pleut, il y a de l'orage. La mer, venez. Oh la vache. Punaise, bon. C'est même pas des éclairs, c'est une boulangerie. C'est une boulangerie qui vend que des éclairs. Qui arrivait en 15 minutes, exactement. Fabrique à éclair. Sur toute la plateforme, il y a un tas de grêle. C'est énorme. En tout cas, c'est sacrées émotions là qu'on a vécues tous les trois dans la tente. Théo? Honnêtement mec, c'était le pire orage de ma vie. Mesdames et messieurs, nous sommes samedi après-midi et comme tous les samedis, et bah c'est soirée disco avec Théo Curin. Qu'est-ce qu'on bouffe ce soir? Ah, bonne question. La truite qu'on n'a pas pêchée. Donc on a de la visite apparemment. Hola, P. ¿Cómo estás? Bon là on vient d'avoir la visite de deux locaux qui nous ont dit que le vent va se lever très très fort et que ici à l'endroit même où on s'est installé, il va y avoir des très grosses vagues. Bon, c'est vraiment la merde, on sait pas trop si l'embarcation peut tenir le coup. On va essayer de voir s'il y a des gens pas très loin pour qu'on puisse s'abriter chez eux. Mathieu vient de me déposer. Il va rechercher Malia. On est chez des gens qui ont pas grand chose et ils nous ouvrent leurs portes et c'est juste fantastique. C'est tout petit mais c'est convivial. C'est petit mais c'est très convivial. Ok, mesdames et messieurs, nous sommes en direct du lac Titicaca avec des vagues quand même qui secouent un peu, hein, je vous le cache pas. Et surtout, regardez ce qui se passe derrière moi. C'est absolument incroyable. Magnifique lever de soleil. Il y a Malia qui fait la teuf. Et surtout, il y a un lever de soleil qui est incroyable. Playa de Puno. J'ai eu froid, j'ai pas mis de lycra, j'ai eu froid. J'ai pas kiffé en fait. Dernier relais de ce putain de défi, c'est parti!
pendant 11 jours. Franchement, je croyais pas que j'allais mettre ma vie en jeu aussi. Franchement, 2 fois j'ai cru qu'on allait crever, mais on est là, les gens sont là, hein. On l'a fait et franchement merci à tous parce que c'est ça, réaliser ses rêves quoi. Un des axes les plus importants. On a parlé du radeau, on a parlé de l'association. Il y a d'autres actions aussi qu'on a menées, comme la nourriture en vrac ou le fait de filtrer l'eau pour la boire. Et il y a un axe aussi qu'on a développé qui était au cœur du projet, c'est le bilan carbone. En fait, chacune de nos activités en tant qu'homme a un impact. Et du coup, et c'est assez innovant pour une aventure, le fait de mesurer chacun des impacts. Donc, quand je fais un zoom avec Anne, on l'a mesuré. Quand on va acheter, je sais pas, un réchaud, tout va être mesuré. Tout le matériel, le poids de la combi, la matière, son origine, tout est mis dans un énorme Excel qui, derrière, nous donne un bilan carbone. Donc, l'ensemble de nos activités. Sur ce bilan carbone, ce qui était hyper intéressant, c'est de voir comment, en fait, nous, on peut déjà réduire nos émissions sur certaines parties. Et puis, sur une autre partie, comment est-ce qu'on peut la compenser, ce qu'on n'arrive pas à maîtriser. Donc on arrive aussi, on faisait la promesse de dire on est transparent, le projet, le but c'est de laisser un impact positif, mais tout n'est pas beau non plus, on a généré un impact et à hauteur à peu près de 97 tonnes de CO2 sur 1 an et demi de préparation. Donc on peut mettre sur les 3 nageurs mais avec toute l'équipe aussi. Et pour donner, je crois qu'on peut peut-être voir quelques chiffres à l'écran, mais pour montrer, c'est l'équivalent des émissions de 10 Français sur une année. Donc c'est quand même conséquent. Cette empreinte-là, elle est conséquente. Maintenant, pour la mettre en perspective aussi par rapport à d'autres événements sportifs, donc si on prend les Jeux Olympiques par exemple de Tokyo, c'est, je crois que c'est marqué là, c'est à peu près 6 fois moins. Mais juste sur la période des Jeux par rapport à 1 an et demi de préparation et l'événement. Par contre, ça veut dire qu'on a aussi généré des impacts à hauteur de 60% sur le transport. Et je te promets qu'on a étudié la piste du bateau. Pour aller en Colombie ? Pour aller du coup sur la côte par exemple brésilienne, pour débarquer ensuite. C'est ultra compliqué, donc on s'est dit là malheureusement on ne peut rien faire. Et après il y a d'autres actions, par exemple utiliser un radeau déjà existant, ça permet de réduire les émissions. Bien sûr. On a pu éviter comme ça à peu près 12 tonnes de CO2. Et sur la partie qu'on ne maîtrisait pas, ce qu'on a découvert aussi, c'est qu'une grosse partie de notre empreinte, 40%, c'est le matériel. Donc c'est le matériel d'aventure, c'est les dotations et toute cette partie-là, maintenant qu'on le réalise, on crée une sorte d'expéditech dont le but c'est pour éviter à nos amis, notre famille d'acheter du matériel, tu vois, qu'ils puissent nous l'emprunter. Parce que ça ne sert à rien de stocker un réchaud pour l'utiliser une semaine par an. Donc on teste ça d'abord avec notre famille, nos amis, pour essayer de réduire en fait l'empreinte future. Et sur la partie qu'on ne maîtrise pas, là, on va essayer de compenser en fait l'ensemble de nos émissions.